Ok. On est prêt? Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Futurcast où nous allons nous pencher sur l'intuition. Si vous êtes comme moi, vous vous êtes déjà demandé quand est-ce que je peux faire confiance en mon intuition et quand est-ce que je dois m'en méfier. Le but de cette vidéo, c'est pas d'attaquer vos croyances ou de vous faire changer d'avis, c'est de réfléchir ensemble à comment on sait ce qu'on sait, à quelles intuitions on peut faire confiance. Vous trouverez des sources et d'éventuelles corrections en description de cette vidéo. Je vous invite à aller les voir et à cliquer sur celle qui vous intéresse. Ce que je présente ici reste mon opinion, donc à prendre avec des pincettes, mais j'essaye de la baser autant que possible sur l'état de la recherche sur les biais cognitifs et l'intuition. Et cette recherche a beaucoup avancé dans les dernières décennies, en particulier grâce aux neurosciences. Donc si comme moi, vous voulez améliorer vos méthodes pour connaître le monde, allons-y. Commençons par séparer l'intuition en deux types. La première sert dans beaucoup de domaines professionnels en particulier et s'appuie sur une masse de connaissances et d'expériences accumulées. Elle a été beaucoup étudiée et joue un rôle crucial pour arriver rapidement à des idées et des conclusions qui peuvent être explorées par la suite. Le deuxième type d'intuition vous donne la sensation d'avoir raison, envers et contre tout. Mais cette intuition-là est problématique, car la base sur laquelle elle est construite est trop faible. Elle a tendance à fonctionner de manière cyclique, en partant de votre croyance et en venant la renforcer, sans passer par les faits, sans avoir l'avantage de la masse d'expérience et de connaissances auxquelles la première intuition fait appel. Attention, ça ne veut pas dire que la première intuition a toujours raison et que la deuxième se trompe toujours. On peut tout à fait avoir raison sur la base de fausses informations et avoir tort sur la base d'informations correctes. L'intuition qui marche, c'est l'intuition professionnelle. C'est la compréhension d'un raisonnement complexe qui est le résultat d'une connaissance approfondie d'un domaine, qui va prendre la forme d'un bulbe lumineux, d'une idée intuitive et immédiate sur le domaine que l'on maîtrise. C'est le chirurgien qui perçoit un problème qui serait invisible autrement. C'est l'éducateur qui va identifier un problème sans même comprendre comment il l'identifie. En gros, c'est un biais cognitif, c'est-à-dire c'est un raccourci que prend notre cerveau, mais dans ce cas-là, ce raccourci s'appuie sur un corpus de connaissances très important. Ce n'est pas fait dans le vide. En particulier, cette intuition s'applique beaucoup pour des personnes qui sont sensibles à des détails, à plein de micro-expressions, à des attitudes chez les autres humains. En tant qu'humains, la plupart d'entre nous sommes très forts à identifier ces petits détails chez les autres, et du coup, on va en déduire des choses sur l'intériorité de la personne, ses motivations, ce qui lui arrive. Malheureusement, la recherche montre que les gens se trompent dans un nombre non négligeable de ces situations-là. Donc ça marche, mais pas toujours. C'est super efficace, mais il faut vérifier. D'où l'intérêt d'un outil par exemple comme la communication non violente, dont le principe c'est de verbaliser et de faire en sorte que l'autre verbalise ce qu'il veut vraiment dire, ses besoins, ses angoisses, ainsi que les miennes. Ce qui fait que cette intuition marche, c'est que c'est un raccourci cognitif, mais qui s'appuie sur un corpus valide. Et cela peut très facilement sembler magique, venir d'ailleurs. On peut attribuer cette causalité à autre chose, à un être magique, à des connexions extrasensorielles, alors qu'en fait ça s'explique très bien par une capacité de base de notre cerveau qui est de compiler très rapidement, sans qu'on se rende compte, de manière inconsciente, des choses qu'on observe avec notre connaissance et qui se recoupent. C'est notre capacité à reconnaître des schémas, des patterns, des manières de faire qu'on a déjà vues. Le fait de ne pas être capable de retrouver et de formaliser comment on arrive d'un point A à un point Z ne veut pas dire que cette transition s'est faite magiquement. Ça veut juste dire que, comme la respiration qui se fait, qu'on ait conscience ou pas, ces processus se font de manière inconsciente. Un biais qui revient beaucoup à ce sujet, c'est celui qui consiste à surestimer le contrôle qu'on a sur nous-mêmes et notre conscient, notre volonté comme causalité de tout ce que l'on fait. Si on y réfléchit, combien d'actes dans la journée vous faites par automatisme, par habitude, par facilité, par désir, par envie, par faiblesse? Manger des choses, manger du sucré, il y a la respiration, les clignotements, des réactions défensives quand on se sent attaqué. Beaucoup de choses qu'on aime sans forcément savoir pourquoi on les aime. Des sensations, de la nourriture, des vêtements, des environnements, des contextes. La recherche par exemple sur l'environnement montre qu'il y a beaucoup de choses qui nous affectent, qui affectent comment on se sent sans qu'on en ait forcément conscience. Et une des choses qui me fascine beaucoup et qui ressort de ces recherches, c'est à quel point on se trompe sur l'attribution de la causalité. On a tendance à se considérer, soi, sa volonté, comme la cause première de tout ce que l'on fait. Et en fait, va falloir réduire un petit peu ses ambitions. C'est pas forcément le cas.
parce que nous ne sommes pas la causalité de tout ce que nous faisons. En tout cas, pas le moi que je pense comme étant le moi qui choisit. Car après tout, si je choisissais tout, combien de choses dans votre vie vous ne feriez pas? Moi, typiquement, j'irais courir tous les jours, je mangerais pas de sucré, je me réveillerais toujours très tôt le matin. Je sais que dans mon cas, il y a beaucoup de choses que je ferais si j'étais vraiment en contrôle de ma vie. Or, il y a beaucoup de choses externes et internes qui font que je ne fais pas tout le temps ce que je veux. Donc ça, c'est une petite chose, je vous invite à y réfléchir, à vous faire une petite liste de toutes les choses que vous voudriez ne pas faire et que vous faites pourtant. Toutes les attitudes que vous avez avec les autres, toutes les défenses automatiques, toute l'agressivité qu'on peut avoir et qu'on voudrait ne pas avoir, toutes les fois où on surréagit, toutes les fois où vous mangez quelque chose que vous voudriez ne pas manger, ou au contraire, toutes les fois où vous voudriez manger quelque chose et vous n'y arrivez pas, parce que une partie de vous n'a pas envie. Maintenant, revenons à nos moutons et à nos intuitions. On a regardé la première forme d'intuition, qui est celle des professionnels, qui est celle d'un corpus de connaissances dont on va tirer des informations. Typiquement, pour reprendre un dernier exemple, quand on est parent et qu'on a ses enfants, on connaît tellement ses enfants par cœur qu'on va savoir intuitivement pourquoi ils font certaines choses, qu'est-ce qu'ils ressentent, dans quel état ils sont. Parce qu'il y a plein de petits détails qui sont convergents et qui nous rappellent quelque chose qu'on a déjà vu, qui nous pointent du doigt « Ah, là, il est fatigué. Là, il y a une bonne chance qu'il nous fasse une crise. » Et maintenant, il y a la deuxième intuition, celle qui a à voir avec cette sensation de causalité, cette sensation de comprendre quelles sont les vraies causes des choses. Ça va être les intuitions qui vous apportent une évidence, une sensation de justesse, quelque chose qui vous dit « Sur ça, j'ai raison, envers et contre tout. » Je pense qu'on a tous ces sensations d'avoir raison, d'avoir trouvé quelque chose, d'avoir cette intuition qui a mis le doigt sur un problème, sur une réalité, sur une vérité. Si c'est pas le cas, laissez-moi un commentaire parce que ça me rendrait curieux ça. Là où je voudrais vous amener aujourd'hui, c'est à questionner cette sensation de justesse. En particulier, on peut avoir cette sensation de rectitude morale, d'avoir la vérité de notre côté. C'est une émotion très forte, contre laquelle il est difficile de lutter. Et cette sensation peut très facilement court-circuiter nos manières de réfléchir plus complexes. Et là où je voudrais vous emmener aujourd'hui avec moi, c'est à questionner comment on peut distinguer une intuition qui est basée sur une réalité et une intuition qui vient d'une émotion, d'une sensation, qui est un biais de confirmation. Pour ça, je voudrais vous parler d'une étude qui a été faite sur du recrutement. Cette étude a consisté à mesurer le temps minimum nécessaire à des recruteurs pour arriver à leurs conclusions sur des candidats. Ils ont regardé l'avis de recruteurs à des temporalités différentes et ce qu'ils ont constaté à leur grande surprise, c'est que les recruteurs arrivaient à leurs conclusions au bout de 5 secondes. Autrement dit, au bout d'1 heure ou de 2 heures d'interview, leur avis sur la personne qu'ils voulaient recruter n'avait pas changé. Google a regardé ces données dans les dernières années et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont modifié leur processus de recrutement. Parce que l'interprétation de ce résultat, comme de nombreux autres dans le domaine, c'est que ce sont les biais cognitifs qui faussent ici le résultat. Notre première impression décide et le reste, c'est de la rationalisation, de la justification. La première impression, c'est une intuition. C'est une perception que l'on a de la personne. Le problème, c'est qu'on construit nos intuitions sur ce qu'on a connu par le passé. Et c'est à travers cette première impression que le racisme, le sexisme sont renforcés. C'est là aussi que les normes sociales sont perpétuées. C'est là aussi que des perceptions véhiculées par des médias peuvent faire particulièrement de dégâts. Les enfants, à travers les jouets, à travers les attitudes des adultes, renforcent leurs a priori, leurs biais, leur perception de ce qu'ils attendent d'une femme ou d'un homme, d'une personne avec une couleur de peau spécifique, de quelqu'un qui parle une certaine langue. Ces sensations que nous avons sont contextuelles et données par notre environnement. Et moins on connaît quelqu'un, plus c'est facile de projeter dessus des clichés, nos croyances, de caricaturer la personne, ses intentions. Tout ça pour vous donner un exemple d'une intuition qui peut complètement se tromper à cause de nos a priori. Or pourtant, nous avons une sensation très forte et qui parfois a raison. Daniel Kahneman, qui est un des grands chercheurs dans le domaine, parle de système 1 et système 2. Nous avons 2 manières de penser. La première est automatique, immédiate, facile, prend des raccourcis. La deuxième demande beaucoup plus d'énergie, nous demande de prendre du recul, d'être analytique. Notre système de pensée automatique nous donne une sensation de confort, et c'est celui que nous adoptons par défaut. Et c'est lorsqu'on rencontre des problèmes, quelque chose qui nous bloque, que nous allons faire appel à notre système 2. Quelques exemples que je voudrais vous présenter. Notre intuition par rapport aux autres humains autour de nous, on l'applique tout le temps. Est-ce que cette personne est menaçante? Est-ce qu'elle est amicale? Est-ce que quelqu'un nous apprécie, nous aime? Globalement, ça fonctionne bien.
Le souci, c'est que même dans le meilleur des cas, on se trompe assez régulièrement. On projette sur l'autre ce qu'on lui donne comme intention. Un biais classique consiste à se trouver des excuses, à regarder le contexte dans son cas, parce qu'on a conscience de ce qui se passe dans notre tête, et à essentialiser la personne en face. Quand elle fait quelque chose qui nous blesse, on va vouloir lui donner des intentions. On va vouloir l'attribuer à sa personnalité, à son identité, et non pas à la fatigue, à l'environnement, au contexte. Pour une même situation, on va trouver deux interprétations complètement différentes pour soi et pour une personne en face. Pour quelqu'un qu'on connaît et pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est d'un autre genre, d'une autre couleur de peau. Et si vous êtes face à une personne autiste, qui fonctionne de manière très différente, votre intuition sur ce qui se passe à l'intérieur de sa tête et sur ses comportements ne fonctionne plus du tout. Vous avez tellement l'habitude d'appliquer votre intuition à des gens comme vous, que vous n'allez pas vous rendre compte que votre intuition ne sert à rien dans cette situation. Un autre exemple, ça va être les cancers. Il y a de nombreux cancers qui se passent à l'intérieur du corps, dans des organes où il n'y a pas de terminaison sensorielle. Vous pouvez passer des mois, voire des années, sans avoir la moindre sensation, la moindre intuition que quelque chose ne va pas dans votre corps. Donc si vous êtes persuadé que vous avez la bonne intuition pour votre propre corps, pour votre propre santé, il y a des maladies et des situations, comme les cancers, où votre intuition et vos sensations ne vont vous servir à rien. Un dernier exemple, c'est quelque chose qui s'appelle la maladie des Nobel. Parmi les scientifiques qui ont obtenu des prix Nobel et des grands prix, un nombre assez conséquent semble avoir perdu pied avec la réalité. Ils ont commencé à faire des affirmations sur des domaines qui ne sont pas leur domaine de spécialité, et ont commencé à raconter des choses qui sont tout simplement fausses. L'interprétation commune, c'est qu'après avoir eu cette validation externe du prix Nobel, ils ont confondu leur intuition avec la méthodologie qui permet de vérifier leur intuition. Un des exemples qu'on connaît ici en France, c'est quelqu'un comme Luc Montagnier, qui est un des découvreurs du VIH, et qui par la suite a voulu prouver une mémoire de l'eau avec un protocole et un travail que personne n'a réussi à reproduire, et qui depuis n'a eu de cesse d'affirmer des choses qui ne sont pas vérifiées, qui sont contraires au consensus scientifique, et qui ne sont pas dans son domaine d'expertise. La pratique de la science est typiquement quelque chose de difficile qui demande beaucoup de rigueur, de persistance, d'effort, et c'est un domaine où l'intuition est certes très importante et est un point de départ crucial, mais si l'on regarde l'histoire de la science, il y a les cas très connus où quelqu'un a eu une intuition géniale et a réussi à convaincre la communauté scientifique, mais on a trop facilement tendance à oublier que l'immense majorité des personnes qui ont eu des intuitions géniales n'ont jamais réussi à convaincre le reste de la communauté, tout simplement parce que leur intuition était fausse. Alors où est-ce que j'essaye d'en venir avec tout ça? Ce sont des exemples où l'intuition ne marche pas. Un autre exemple que je trouve très intéressant, c'est celui des rêves. Vous allez vous réveiller, vous avez rêvé d'une personne. Je pense que ça arrive à beaucoup de monde d'avoir des intuitions, des sensations très très fortes, que quelqu'un va bien, ne va pas bien, pense à nous. Ça nous arrive à tous de penser aux gens qu'on aime, d'avoir peur pour la mort de nos parents, d'avoir peur pour la santé de quelqu'un qui est fragile, qui est malade, d'avoir une angoisse soudaine pour nos enfants. C'est là qu'entre en jeu le biais de confirmation. Si vous avez une sensation comme ça, si vous venez d'avoir un rêve où quelqu'un qui vient de mourir vous a parlé, et qu'en vous réveillant vous apprenez que cette personne est morte, vous allez vous en rappeler pour toute votre vie. Si vous venez de penser à quelqu'un et que vous lui envoyez un message et que la personne vous dit « Moi aussi j'étais en train de penser à toi », si vous l'imaginez faire quelque chose et qu'il se trouve qu'elle est en train de le faire, vous allez vous en rappeler parfaitement. Mais toutes les fois, probablement bien plus nombreuses, où cela arrive et en fait il n'y a pas de correspondance avec la réalité, vous allez l'oublier. Il y a pas mal d'études qui montrent ça. Il y a un biais de sélection très fort dans ce dont on se rappelle. Si c'est tragique, si c'est triste, s'il y a une émotion très forte attachée à une mémoire, elle va rester. Mais par contre, toutes les fois où il n'y a rien, on va l'oublier. Et quand la recherche se penche sur cette question, elle constate que nous oublions tous ces cas-là, et que du coup, la manière dont on se représente la justesse de nos intuitions est complètement à côté de la plaque. Si en plus de ça, vous partez d'une croyance, qui est celle que vous pouvez parler à des gens à distance, que la télépathie existe, qu'il y a des esprits, vous allez très probablement confirmer cette sensation que vous avez. Pourquoi je vous parle de tous ces exemples? Je voulais pointer du doigt le fait qu'il y a plein de situations où l'intuition ne s'applique pas, où l'intuition se trompe. C'est un raccourci, un biais cognitif, qui peut tout à fait avoir raison dans certaines situations, mais la difficulté et la question que je voudrais vous poser, c'est comment on fait pour être sûr qu'on se trompe ou pas. Et c'est pour ça que je fais appel à la recherche constamment, c'est parce que ce sont des choses dont on ne se rend pas compte individuellement.
Si quelqu'un de l'extérieur ne vérifie pas toutes les fois où j'ai raison ou pas, je peux très facilement me dire j'ai tout le temps raison et être persuadé que j'ai une connexion magique avec des gens, que je parle par télépathie. Et petit aparté, je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Je dis juste que la recherche montre qu'il y a d'autres explications, plus simples, concordantes avec la réalité physique qu'on observe, et dont l'explication se trouve dans comment notre cerveau fonctionne. L'intuition est utile, elle est vitale dans les situations de danger en particulier. Si vous avez une intuition que quelque chose cloche, moi je vous conseillerais d'y faire attention. C'est l'exemple typique où on peut repérer des petits détails, des micro-expressions, et sentir quand une personne cherche à nous manipuler, quand elle ment, quand on a une personne en face de nous qui n'est pas ce qu'elle paraît être. Le souci, c'est que notre intuition, c'est le résultat d'une très longue évolution dans l'environnement qu'on a connu, et que son application est limitée et problématique. Ça reste un premier jugement, une première impression, qui se trompe très facilement quand on arrive à des domaines qui sont contre-intuitifs. Et c'est là où le monde moderne est particulièrement compliqué. Parce que quand on parle de physique, de santé, de domaines scientifiques où la connaissance est complexe, c'est là où l'intuition nous fait faire fausse route. Et c'est là où la statistique vient à notre secours. Là encore, la recherche pointe du doigt à quel point nous sommes incapables de penser de manière statistique. Notre estimation des dangers réels, par exemple, est absolument catastrophique et à côté de la plaque. Si on regarde autour de nous, la Terre n'a pas l'air ronde du tout. C'est très facile de se penser au centre de l'univers. Et les statistiques comme la causalité posent problème. Un des biais qu'on a, c'est le biais de causalité. On a tendance à vouloir toujours attribuer une causalité. Donc imaginez qu'il y a une entité qui décide de nos vies, qui détermine l'univers. C'est quelque chose qui est intuitif parce que c'est comme ça que nous fonctionnons avec le monde. Les enfants projettent de l'intentionnalité sur des objets, sur des formes géométriques qu'on fait interagir entre elles. Ils projettent une intériorité, des intentions et une causalité d'action. Et quand on parle de santé, notre système immunitaire est un des systèmes les plus complexes que l'on a avec notre cerveau. Il dépasse, et de très très loin, ma capacité à en parler, notre capacité à le comprendre. Et si vous êtes un spécialiste du système immunitaire, vous travaillez probablement sur des sous-domaines, sur des aspects de ce système, que vous connaissez plus que d'autres. On est encore en train de découvrir tous les jours les subtilités de notre système immunitaire, qui n'est même pas un système en soi a priori. Essayer de comprendre un monde complexe avec nos sens et notre intuition est voué à l'échec. C'est un point de départ, mais nous avons besoin d'une méthode pour dépasser nos propres limitations. Donc maintenant qu'on a vu que l'intuition peut très facilement se tromper, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que je fais pour distinguer une intuition correcte d'une intuition foireuse? La moitié du chemin, c'est de savoir que ça existe. La moitié du chemin, c'est d'en avoir conscience et de s'en rappeler, de s'intéresser aux biais cognitifs. Il y a des domaines où l'intuition sert moins que d'autres. Dès que ça touche à la connaissance scientifique, dès que ça touche à l'univers, il y a une bonne chance que votre intuition ne serve à rien, voire qu'elle soit complètement contre-productive. Si j'ai une méthode simple, peut-être, à proposer, c'est qu'à chaque fois que vous avez cette sensation de rectitude morale, de justesse, d'avoir raison, faites une pause. Prenez du recul. Cette sensation d'avoir raison n'est pas une preuve que vous avez raison. C'est même une sensation dont la recherche montre qu'il faut vraiment se méfier, parce qu'elle déclenche des biais cognitifs très problématiques qui vont vous confirmer dans votre croyance même si vous avez tort. Et dans cette situation, une méthode externe est la seule chose qui peut vous sauver. Ma règle à moi, c'est que plus une chose me semble évidente, simple, de bon sens, plus je m'en méfie. Sur combien de croyances de bon sens nous avons découvert que nous nous trompions? On a tous des intuitions géniales, et on se plante tous royalement, beaucoup plus souvent qu'on a raison. Simplement, on oublie. Notre cerveau préfère oublier quand on s'est trompé. Notre mémoire se réinvente en permanence en fonction de notre état émotionnel. Ne pas sortir son intuition et le bon sens comme une preuve ultime, c'est reconnaître qu'en tant qu'humain, je suis un être limité, avec des sens limités, avec un cerveau qui a été optimisé pour réduire l'énergie qu'il me coûte. Notre cerveau consomme une partie totalement disproportionnée de l'énergie que notre corps utilise, et sans nos biais cognitifs, sans les raccourcis que l'on prend, on n'aurait jamais survécu. Et se rappeler ça, c'est se permettre de corriger nos propres biais cognitifs, de moins juger les autres, d'avoir de meilleurs échanges entre nous. Vérifiez vos intuitions comme on vérifie une théorie scientifique, en vous exposant aux meilleurs arguments qui vont dans l'autre sens, en vous demandant « et si je me trompais ?» La manière dont Google a résolu ce problème, c'est en séparant en deux son processus de recrutement. Une première équipe rencontre le candidat et note toutes leurs observations. Les données liées à l'origine, l'apparence, l'âge, le genre sont éliminées et ces observations sont transmises à une deuxième équipe qui, elle, est chargée du recrutement.
Ils ont constaté qu'avec cette méthode, ils parvenaient à éliminer beaucoup de biais cognitifs, beaucoup d'a priori que l'on projette sur les autres, et à retenir vraiment la compétence des personnes qu'ils ont en face d'eux. C'est la preuve que l'on peut corriger ces biais cognitifs. Tout ce qu'il faut, c'est prendre du recul, réfléchir et avoir une méthode pour contrecarrer ces biais que l'on connaît. Et connaître les biais de nos cerveaux, c'est la moitié du chemin. C'est pour ça que je vous recommande de tout cœur le livre de Daniel Kahneman, Système 1, Système 2, qui est une superbe œuvre de vulgarisation sur les biais cognitifs de la part d'un des pionniers du domaine et qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin que cette vidéo. Une deuxième recommandation que je ferai souvent sur cette chaîne, si vous êtes anglophone, allez écouter You Are Not So Smart, qui est un podcast absolument génial sur les biais cognitifs. Et chaque épisode traite d'un biais cognitif avec l'interview de spécialistes du domaine. Merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous et des autres, je vous retrouve au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, likez la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à me suggérer des sujets pour les prochaines vidéos en commentaire. Je suis comme toujours ouvert à vos critiques constructives et à vos avis qui me permettent de progresser. Je vous rappelle que je ne suis pas chercheur ni scientifique, et si je fais de mon mieux pour vous transcrire ce que je comprends du monde sur la base des méthodes scientifiques les plus rigoureuses, je peux tout à fait me tromper. Donc recoupez vos sources et vos informations et ne faites pas confiance à votre intuition, a priori.